Merci. Donc, on arrive au terme de cette journée de vie, ces 3 demi-journées. Donc, on va avoir les conclusions par Agnès et par Joachim. D'abord par Anne-Hélène. Merci. Alors évidemment, on sait tous que l'objet du séminaire, c'est de poser des questions et de ne pas trouver des réponses efficaces ou applicables immédiatement. Ce sont des graines que l'on sème pour plus tard. Simplement revenir sur la manière dont j'avais ouvert le séminaire hier après-midi en invoquant la littérature de James Graham Ballard, qui, dans ses romans d'anticipation, confronte toujours la figure de l'architecte, le constructeur du monde, avec l'Apocalypse. J'avais invité nos conférenciers à inventer une suite aux répétitives fins du monde qui était proposée par l'écrivain. Alors, pour commencer, j'avais accompagné la demi-journée d'hier par le roman écrit en 1966, La forêt de cristal. L'auteur imagine qu'à terme, l'espace et le temps fusionneront, se rencontreront, et que de cette fusion naît une forme de pétrification verrière du monde, de cristallisation, qui était finalement comme un pendant à l'ouverture du séminaire qui avait été pensé par rapport à la correspondance de vers, cette correspondance des expressionnistes, des architectes expressionnistes allemands. Alors finalement, comment y ont répondu nos invités hier après-midi? Je crois par des stratégies de résistance à cette pétrification. C'est-à-dire que autant Marine Banéris, par exemple, a vraiment inscrit le temps de l'architecture dans son processus de conception, en invoquant d'ailleurs en quoi il était fondamental pour les étudiants à apprendre à coder, pour ne pas s'arrêter au filtre de l'image numérique, de l'image de la représentation du code numérique, qui les aliène en fait, et qui les empêche d'être maîtres, de garder le contrôle sur leur propre projet. Yves Risser, quant à lui, parlait de l'architecture comme une expérience du temps. Et d'ailleurs, il nous l'a fait partager en direct au moment de sa présentation. On était là encore sur une expérience en temps réel d'une forme d'anti-pétrification. Et enfin, Emmanuel Capon-Pierriou a parlé de cette matière-temps, l'architecture comme matière-temps, et comment la matérialité peut être pensée comme vivante et évolutive, et en ce sens, même ce qui fait Pierre, Aurélien aurait dit monolithe, est accompagné d'une permanence actualisation de sa forme, de sa composition, et en ce sens, peut-être que même la forêt de cristal de Ballard s'avérerait être en mouvement si elle devait être inventée aujourd'hui. J'avais proposé pour la matinée de ce vendredi le roman L'île de béton, écrit en 1974, qui lui met en scène Robert Maitland, architecte, qui a un accident de voiture et qui fait naufrage dans le non-lieu, qui est formé par l'espace résiduel des échanges autoroutiers qu'il ramène à son domicile. Et j'avais fait apparaître comment l'obligation de survie de cet architecte lui avait appris. Il avait désappris le fait de construire un lieu dans lequel il se trouve au profit d'un apprentissage de l'habiter. Et j'avais évoqué que la liberté absolue finalement pouvait se trouver en étant nulle part. Alors, comment nos invités ont répondu à comment dirais-je, à ce non-lieu comme possibilité d'une utopie? Je crois que c'est la question du courrier qui y a répondu, puisqu'on s'inscrivait dans une problématique temporelle. Autrement dit, à une forme de non-temps. Harold Klinger, lui, nous a montré comment, finalement, une reconstruction d'après-guerre peut être entendue comme une table rase qui bouleverse les repères temporels. Il évoquait notamment, pour le cas d'étude qu'il a présenté, l'espèce de paradoxe qu'il y avait à reconstruire vite pour que ça dure longtemps. Mathieu Poitevin, en filant la métaphore de l'histoire d'amour, finalement loge l'architecture dans une autre forme d'uchronie qui aurait, comment dirais-je, qui malgré les ruptures, transcenderait le temps. Pour l'agence TVK, il y avait cette idée d'une continuité séquencée dans le temps, comme
illustré par une continuité spatiale, mais qui là encore, du coup, est à la fois extrêmement programmé, découpé, mais indéfini dans son déroulement. Et enfin, Marie Beauvau, je ne veux rien enlever à la beauté et l'intelligence de ton travail, mais c'est le temps hésitant et bégayant de ta présentation que j'ai noté avec cette espèce de performance appuyée sur la barre d'espace pour faire un temps de pause. Alors la troisième partie, cet après-midi qui nous concernait, j'avais évoqué le roman Le vent de nulle part, qui est le premier roman écrit en 1962 par Ballard et qu'il a complètement renié par la suite en disant que c'était une œuvre commerciale qu'il ne voulait pas voir rééditée. Et pourtant, je trouve que dans ce roman, ce vent de plus de 800 km/h qui vient balayer la surface de la Terre interroge fondamentalement le rapport au sol comme le vrai lieu de l'architecture. Et j'évoquais comment, finalement, l'ultime forme architecturale qui essayait de résister au vent était cette pyramide de béton monumentale qui se voit finalement, elle aussi, souffler à la fin du roman. Alors cet après-midi, je trouve qu'à ce vent de nulle part, les intervenants ont répondu par un temps de la contradiction, l'architecture comme temps de la contradiction, ou ce temps d'oxymore, comme tu l'as dit Aurélien. D'abord Pascal, bien entendu, Pascal Urbain, en évoquant ce temps différé, ce temps qui se traîne, et peut-être finalement ce temps qui nous évite de construire. Et tu évoquais la pétrification du geste suspendu de l'architecte, et je voyais comment c'était une vraie contradiction, puisque en première partie, on essayait de résister à cette pétrification, et finalement, on l'a relogé ici d'une autre manière dans la non-architecture. Aurélien Vernant, la figure du monolithe, tu l'as très bien expliqué, relève à la fois d'un temps immuable et minéral, et en même temps du vivant et de la forme matérielle, psychique, spirituelle, atmosphérique. Et là encore, il s'agit d'une autre forme de pétrification qui revient sur le devant de la scène. François Perrin, que dire à la pyramide de béton qui essaye de résister à un vent de 800 km/h, tu nous as présenté ces pyramides inversées aériennes dans cette texture si connectée au sens low-tech du terme avec son environnement, et c'était finalement presque un renversement que de voir quelles étaient nos nouvelles formes de pyramides, on va dire. Et enfin, Christophe, tu as eu l'amabilité de clore ces rencontres et de nous rappeler que peut-être que la question qui était posée relevait du souci de l'autre, c'est ce que tu as dit, et de la préoccupation de soi également, et comment ce qui fait architecture n'est peut-être pas nécessairement une question de bâti. Voilà comment j'ai relu vos interventions à l'aune de stratégie d'espérance qui répondait à l'impuissance de l'architecte chez Ballard face au dérèglement du monde aujourd'hui. Donc merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Merci. Avec le représentant de l'institution de prendre la parole en dernier. J'avais préparé quelques mots, je n'ai pas pu les imprimer. C'est pas un mot d'excuse que j'avance, mais quand même un peu. Donc je vais essayer d'improviser sur notre conclusion. Non pas sur le fond, parce que voilà, Valérie a retracé beaucoup de brio, voilà, une ligne sinueuse, courte, spiralée, passant par tous les points parcourus à travers cette journée et tout. Ce qui m'a vraiment intéressé dans cette édition 0, ce qui est terrible, c'est que je ne vous vois pas. C'est d'abord c'est un numéro 0, c'est-à-dire c'est une expérience que nous avons faite que de tester cette forme de réunion à ce moment-là de l'année, sous ce format, en réunissant des énergies, des attentions, des regards, des intelligences très très diverses. Et on a envie effectivement, comme je le disais hier, on a envie d'une deuxième, d'une troisième, enfin d'une édition très régulière. Et
sans doute avec une autre organisation. D'abord, un séminaire, je crois, se déroule autour d'une table. Et ce format frontal, je crois, ne permet pas forcément l'échange de la meilleure façon possible, ou de la meilleure façon qu'on pourrait rêver qu'elle soit. Et puis, est-ce dû au moment? Est-ce dû par rapport à la rentrée? Est-ce dû à la saison? On a envie que toutes les intelligences, tous les propos parcourus, la convocation de l'éthique, de la philosophie, de l'esthétique, du politique, surtout du politique, à travers les débats, y compris à partir de propos scientifiques, on a envie que cette énergie-là stimule nos étudiants. Enfin, nous, et c'est pas, quand je dis nous, c'est pas seulement les étudiants de l'école d'architecture, nous faisons partie d'un collectif ici, à Aix-Marseille Université. Il nous appartient non seulement de nous rencontrer, nous, mais de faire se rencontrer ces étudiants, ces futures intelligences, ceux qui construiront le monde de demain, avec effectivement des utopies qui paraissent un peu absentes de leurs esprits, et qu'on a véritablement une nécessité de stimuler. Donc, oui, au prolongement, et essayons de voir ensemble comment adapter cette forme, malgré la grande réussite qu'ont été ces 3 demi-journées passées ensemble, même si pour ma part, j'étais un peu ce matin devant nos futurs étudiants arrivés en pré-rentrée. La revue Spatium fait aussi partie de ce plaisir, avec une trace qu'on conservera, qu'on essaiera de rééditer si jamais c'est épuisé. J'espère que ce sera épuisé ce soir. Et on a aussi des captations qui seront disponibles sur le site pour que l'exposition des travaux de nos chercheurs, de nos praticiens, de vous, artistes, de vous, théoriciens, puisse être consultable régulièrement, non seulement à travers la revue numérique que nous essayons de mettre en place, avec des espérances des espérances ou des attentes dont on sait qu'elles seront peut-être frustrées dans le temps, cher Anna Guillaume. Mais en tout cas, il y a des projets qu'on a essayé de mener. Et la mémoire conservée de ces échanges, on va essayer vraiment de la mettre en œuvre, parce que il se passe des choses. Il y a des propos parfois exaspérants, parfois très émouvants, parfois les deux simultanément. Enfin, on a vraiment besoin de garder la trace de cela. Et comme je l'espère, on a gardé la trace du passage de Philippe Pram parmi nous l'année dernière, qui pourrait être aussi un autre contrepoint, en tout cas un bon complément à l'entretien fait par Anne Valéry et publié par Anna Guillaume, pour de décor et d'autres formes d'explication de son approche des nouvelles spatialités ou de la manière dont il adapte, non pas des espaces, encore qu'il en crée, mais surtout qu'il adapte les milieux de vie aux contingences et aux contraintes matérielles, climatiques qui l'environnent. J'aurais envie, en conclusion, est-ce que ça me revient, cette parole, de remercier tous ceux qui ont permis à cette journée à ces journées de se dérouler. D'abord vous, chers intervenants, d'avoir répondu dans un laps de temps assez court entre l'appel à la communication et le moment où il a fallu commencer à mettre en œuvre cet ouvrage et puis préparer la distribution de ces journées. Les équipes de l'école, bien sûr le service communication, le service informatique, les systèmes d'information de l'école qui ont été là dans la préparation, dans la production de ces journées. Je voudrais remercier bien évidemment ceux qui nous accueillent, Alain Renaudet, le directeur, Arnaudet, pardon, qui, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, qui a été empêché, mais qui avait très spontanément dit oui, et répondu très favorablement à notre volonté de réimplanter une partie des activités de l'école dans la ville, et
où pourrions-nous être mieux logés qu'ici, aux côtés d'Artorama. Donc merci à Alain Arnaudet, merci aux techniciens de la Friche Belle de Mai. Merci à Artorama de nous accueillir dans les minutes qui viennent pour une visite spéciale. J'oublie sans doute d'autres personnes, Valérie. Non, ça va. L'école, la Friche. Bon, ça m'était pas alors. Et puis on va essayer vite, sans doute lancer un prochain appel à l'organisation du séminaire thématique de l'an prochain, en espérant qu'il puisse non seulement servir à faire valoir un certain nombre des énergies internes de l'école, cet effort d'exposition au regard et aux oreilles des autres est toujours important. Aux oreilles des étudiants, je l'ai dit tout à l'heure, c'est essentiel qu'au-delà des cours, indépendamment des encadrements de travaux dirigés, les étudiants puissent replacer les personnes qui parlent sur une toile de fond, sur des nappes de problématiques plus larges, en tout cas, et des engagements plus larges qui sont les vôtres. Que nous puissions aussi, à travers les éditions futures, accentuer, approfondir, entretenir, développer nos relations avec des partenaires locaux, qu'il s'agisse du LESA, je crois, un laboratoire d'études des sciences de l'art. Ça peut être aussi le lieu de l'Institut d'urbanisme, ça peut être lequel de nos partenaires de TLM localement sur Aix-Marseille Université, mais c'est aussi des partenariats ou des partenaires du réseau des écoles d'architecture, comme l'a rappelé hier Annabella Desarrougeaux en parlant de ce travail sur le patrimoine architectural et sa disparition, qui révélait, ce faisant, les liens assez étroits que nous avons maintenant avec l'école de Lille sur un certain nombre de préoccupations. Donc à l'année prochaine, bonne soirée à vous, et puis bonne visite aussi pour ceux qui nous feront le plaisir de rester pour 1 heure, 2 heures, je ne sais pas, pour la visite. Alors nous sommes accueillis à 19h, je fais bien le perroquet. Très bien. À bientôt. Bonne soirée.